Donc, bienvenue à ceux qui nous ont rejoints entre-temps pendant la lecture des textes. Et donc, on accueille ce soir à la boutique Tatiana Arfel, voilà, dans le cadre de la nuit de la lecture. Et aussi, je précise, dans le cadre, alors avec un décalage oblige, dans un, dans un cycle de rencontres qu'on avait initié en 2020 et qui reposait sur le fait de faire entendre et de mettre en avant les, les, les écritures qui jalonnaient la boutique d'écriture, c'est-à-dire qui étaient liées d'une façon ou d'une autre à la boutique d'écriture. Voilà. On avait initié, on l'avait même pas commencé. Si, on l'avait commencé à la nuit de la lecture l'année C'est bon de dernière, pouvoir venir ici, être près de toi et en même temps faire ce au qui mois de m'intéresse. janvier. C'est Brigitte qui parle. Ah, C'est voilà. Brigitte. Avec Christian Lejaune, ça a été notre premier invité. On aurait dû poursuivre en mars avec Rabia Virgule, puis ça avait été annulé suite au premier confinement. On devrait, si, si je ne sais qui le veut, recevoir Rabia en mars prochain dans le cadre de la Semaine de la langue française. Donc voilà, ça devrait se passer comme ça. Et ce soir, on invite Tatiana. Son lien à la boutique, on pourra en parler pendant la rencontre, mais tu es présidente de la boutique d'écriture. Et puis lié aussi par ailleurs par ce que tu fais dans ton travail qui t'a amené à présider la boutique et comment dire, qui te rend très très proche du travail qu'on mène ici, les uns et les autres. Donc, je vais présenter Tatiana. Sachez que je vais présenter Tatiana, son travail, elle va vous parler. Il y aura une discussion, elle va vous parler de son travail. Elle nous lira certains passages de son dernier livre dont on va parler. Sachez que dès que ça commence, vous pouvez formuler des questions d'ores et déjà tout au long de ce temps, de ce premier temps de rencontre, d'entretien. Formuler des questions en les inscrivant sur le chat. Donc le chat, Dounia vous a expliqué, c'est la boîte de dialogue, etc. Et dès que l'entretien cessera d'être duel, c'est-à-dire qu'il s'ouvrira à vous qui êtes là et là vous pourrez parler avec nous et poser vos questions à l'oral. À ce moment-là, vous pourrez soit formuler les questions que vous aurez posées, vous pourrez les formuler à l'oral, puis être un peu plus large que ce que permet l'écrit. Ou si vous le souhaitez aussi, on pourra tout simplement lire et relayer les questions que vous aurez écrites dans le chat. Voilà. Et je mets le masque. C'est enregistré quand même. Et je mets le masque. Et on pensait ouvrir un peu avant 19h pour qu'on ait un peu plus d'une demi-heure, oui. pour que chacun puisse poser ses questions. Voilà. Là, a priori, on a le nez sur la pendule. Il est 6h15. Voilà. Vu que ça termine à 19h30 tapante, on va essayer d'ouvrir la discussion à plusieurs dès moins quart, dès 7h moins quart, 7h moins 10, un truc comme ça. Allez. Voilà. Tatiana Arfel, on l'accueille pour son... Alors, c'est pas le dernier livre en date, parce que j'ai vu, mais je ne l'ai pas lu, qu'il y avait une nouvelle écrite dans un livre un peu plus collectif qui s'appelle 2500 minutes, qui est écrit en duo avec un autre écrivain. Voilà, avec un autre écrivain. Tatiana Arfel, elle a écrit un premier roman qui s'appelle L'attente du soir en 2009. Tu me dis si je me trompe dans tout le long de la rencontre. Hein. Un second roman qui s'appelle Des clous en 2011. Puis un troisième qui s'appelle la deuxième vie
d'Aurélien Moreau en 2013. Donc, tous trois édités aux éditions Corti. Puis, ce soir, plus précisément, on fait un focal sur un livre qui s'appelle Les Inconfiants, qui a été publié aux éditions du Bec en l'air et qui est le fruit alors, je crois que le principe un peu de la maison d'édition, c'est de réunir, donc tu réponds à une commande en ayant écrit ça, et c'est de réunir à la fois du texte et de l'image, systématiquement, quoi. Alors, je ne sais pas si tous les projets de cette maison d'édition passent par une résidence. Non. Mais là, ça a été l'objet d'une résidence et qui est, tu me préciseras, une résidence dans un hôpital psychiatrique à Lyon-Bron. Alors, Vénissieux, il se trouve que je le connais très bien parce que je suis né juste à côté du Vinatier. Et donc, résidence dans ces locaux au moment où le Vinatier déménageait. Voilà. Donc, ces vieux murs, là, c'est un très vieil hôpital, aussi vieux que la prison de Saint-Paul à Lyon, qui était moyenâgeuse. Voilà. Et une résidence. Oui, alors le Vinatier, donc c'est un hôpital psychiatrique qui est un petit peu ce qu'on appelle une structure asilaire. Ce sont des très anciens asiles. C'était une ville complète. Vinatier ils avaient des vignes, ils faisaient du vin, ils avaient des cochons, ils avaient des, etc. Oui, une ville close sur elle-même. Et c'est un très grand hôpital psychiatrique qui a du coup finalement sa propre structure culturelle qui s'appelle la ferme du Vinatier, du temps où il y avait une ferme. Et donc, il reçoit des résidences, qui fait des spectacles ouverts à la ville. Parce qu'il faut imaginer donc, le très grand hôpital psychiatrique dans un parc qui est fermé le soir tard, mais où il y a ce parc qui est aussi un parc où il y a des chèvres, des joggers, des gens qui passent, des enfants qui jouent. Et il y a des pavillons. C'est un ensemble de structures pavillonnaires, le pavillon avec tel nom, souvent des noms de médecins, voilà. Avec certains pavillons, bien sûr, qui sont clos de murs pour les patients qui sont en service fermé. Voilà. Et cette structure asilaire, il est question au niveau des plans, vous savez, de ces plans financiers, hôpital 2012, etc., de le déménager à l'intérieur de soi-même et de le faire passer, je suis obligée de citer, d'une structure asilaire à une structure concentrationnaire. C'était le mot. C'est-à-dire qu'on estime, ce qui d'ailleurs est vrai, si on prend concrètement, que ce n'était pas très rentable, c'est la question, d'avoir tous ces patients en pavillon. Mais alors, il y en a 10 ici, 10 là. Comment on fait pour les amener quand il y a un self commun? Comment c'est très long, il faut beaucoup plus de soignants. C'est coûteux. Donc, on a décidé de construire, et ont été construits des petits immeubles, des services à plusieurs étages, pour remplacer les pavillons qui d'ailleurs étaient très anciens. Et donc de faire déménager les patients peu à peu, que ce soit finalement un étage qui représente un pavillon. Voilà. Et la demande de la ferme du Vinatier, Institut culturel, c'était qu'avec ce passage, l'immeuble, je ne sais pas comment dire autrement, un petit immeuble, allait disparaître les jardins. Chaque pavillon avait son jardin. Le jardin, le lieu, alors en hôpital psychiatrique, où souvent les patients qui sont désœuvrés traînent un peu toute la journée. Et là, il n'allait plus forcément avoir de jardin, des bouts de terrasse. Bon. Et il fallait témoigner avant qu'ils ne disparaissent. Alors, il y a toujours les jardins, il y a un parc, mais ce n'est plus le parc, ce n'est plus le jardin des patients, il n'y a plus de jardin pour les patients, de témoigner de ces jardins. Donc là, l'hôpital psychiatrique s'est allié avec cet excellent éditeur, le Bec en l'air, qui est un éditeur photo, à l'exception de cette collection, donc, que j'ai montré tout à l'heure, qui est collatérale, qui a beaucoup de petits bouquins comme ça, qui sont des bouquins texte et image, donc un auteur de texte qui travaille avec un auteur d'image. Et là, j'ai travaillé avec Julien Cordier, qui est un dessinateur. Je vais essayer de montrer les dessins d'un peu plus près, mais bon, je ne garantis pas voilà, le résultat, mais vous pourrez les voir en les inconfiants, en tapant ça, inconfiant comme sans la confiance, je ne sais pas si on voit ou si on m'entend, voilà, sur Internet. Et donc, demande de qu'on vienne témoigner. Donc, ils nous ont invités en résidence un peu longue, pour qu'on puisse
disons en résidence, être là, recevoir et faire quelque chose après. On nous a invités comme des observateurs. Alors, on a été un peu mal à l'aise avec Julien, avec cette posture. Une résidence dite de création dans les histoires de budget et pas de médiation. On était mal à l'aise, on n'allait pas arriver dans un service, ouvrir la porte, bonjour, on veut voir vos patients. Enfin, et donc, on a mis en place, nous, des ateliers d'écriture, de dessin, d'écriture-dessin, de masques, de grands masques. Julien a fait beaucoup de photos de patients. Je suis obligée de dire de patients parce qu'on a voulu faire des ateliers avec les soignants. Mais vous savez ce que c'est le temps à l'hôpital, ils ne peuvent pas et on nous a dit qu'on pouvait les faire. La direction nous a dit qu'on pouvait faire ces ateliers sur leur temps personnel. Et bon, des soignants qui bossent, vous savez combien d'heures par semaine, leur dire de venir le soir, enfin bon, c'était pas très approprié. Donc on a fait tous ces ateliers dans un peu tous les services où on a pu aller, adultes, hein, et enfin personnes âgées également. Après quoi, on a chacun travaillé un petit peu dans notre direction, chacun dans notre direction. Moi, j'ai fait comme une galerie de portraits. Ce n'est pas un témoignage, ce n'est pas un récit de résidence. Je voulais faire de la fiction, raconter des histoires. Alors, il y a peut-être des choses qui sont un peu venues comme ça, inspirées de gens, mais rien de direct, parce que là, ce serait très peu pudique. Je viens de rencontrer des gens en atelier ou en rencontre individuelle qui ont confié des choses. Il n'était pas question de les remettre dans le livre. Hein. Ça, c'est la question éthique. Donc, moi, j'ai créé des personnages et Julien a créé ce qu'il appelle des photodessins. C'est-à-dire qu'il a fait beaucoup de photos dans les lieux, puisqu'on était en résidence, on dormait à l'hôpital psychiatrique. C'était un petit peu... c'était triste, c'était triste, un hôpital psychiatrique. Et donc, il furetait, il prenait les photos. Et après, il dessinait des dessins à part qu'il incrustait sur la photo. Je vais vous montrer en grand, en espérant que le dessin qui fait la couverture du livre et qui donne bien. Alors, moi, je suis psychologue de formation, j'ai déjà travaillé en hôpital psychiatrique. Julien, c'est un dessinateur qui n'était pas encore allé là, et ça donne une idée de son choc, et quand je parlais de tristesse. Alors, est-ce que si je fais comme ça, c'est net, sinon protestez. Vous voyez là, donc nous avons là un lit du service qui va être déménagé. Vous voyez que c'est vide. Hein. On voit que le lit n'est pas d'un luxe ineffable. Hein. Un lit vide sur lequel il a dessiné ce patient cadenassé, enchaîné. Voilà. Est-ce que je vais peut-être en montrer un autre? La position de Julien autour des médicaments. Vous arrivez à voir vous faites un petit signe de tête si c'est ouais, ça va. Enfin, ça doit être un peu flou, mais je vois comme je vois des gens qui s'approchent. Ah, plus près, tu crois? Attends. Là, c'est pas flou. Ok. Ah bah, je vais en montrer d'autres comme ça. Je pensais que ça. Bon, j'y connais rien en même temps en informatique. Alors, je vais vous en montrer un autre qui m'a beaucoup. Bon, tous ils m'ont touché. Alors, j'explique après pourquoi. Donc, on est toujours dans ces services qui vont être désertés. Parce qu'il y a là quelque chose que Julien a capté, qu'on a dans certains délires psychotiques, de la vidange, de peut-être que si je vais aux toilettes, je vais me vider jusqu'au bout. Peut-être que si je me mouche, tout va disparaître. Quelque chose du corps qui n'est pas assuré et de l'enveloppe corporelle qui ne tient pas. Voilà. Et j'en montre un dernier, après on repasse le texte, mais comme on est moitié-moitié dans cette histoire, celui-là, il est complètement malade. Regarde. On dirait que Julien lui-même, il devait aller à l'hôpital psychiatrique. Qui est inspiré de Goya, il me semble. OK? Voilà, donc j'ai travaillé mes portraits un peu de mon côté, des portraits fictifs. Julien, ses dessins photos un peu de son côté. Et puis au bout d'un temps, quand on avait chacun, moi des textes et lui des dessins photos, on a pris connaissance du travail de l'autre pour repartir dans de nouvelles directions. Mais sans que, et là c'est moi qui voulais éviter que vous voyez que la photo ou le dessin illustre le texte, quoi. C'est bon, qu'il n'y ait pas quelque chose de, oui, voilà, de
doublé et puis d'un petit peu systématique. Et quand on a agencé le livre, on a vu que comme par hasard, il y a des dessins qui pouvaient correspondre à certains textes ou pas, hein, mais voilà. C'est très long comme réponse. Hein. Non, c'est une bonne présentation très concrète de comment le livre s'est Oui. fabriqué. Et il me semble qu'il est. Donc, il y a une somme de portraits, donc fictifs, effectivement, hein. Mhm. Mais il me semble vraiment qu'il y a tu me dis si je me trompe, mais qu'il y a que la fiction opère un détour pour nous donner la sensation du réel, C'est c'est-à-dire exactement ça. Ouais. de donner. Et il me semble que, et là je parle plus largement dans tous tes livres, il me semble qu'il y a vraiment la question du récit, des ré- du récit et de multiplier les protagonistes du récit. Autrement dit, je pourrais dire de pouvoir donner la parole au plus de protagonistes possible pour pouvoir s'opposer, pour pouvoir oui, se mettre contre un discours qui serait plus officiel, un discours médical, scientifique, Oui. un discours qui trône et qui prétend qualifier, qui prétend rendre compte, signifier, indiquer le réel. Alors que toi, tu fais prendre la parole par tout un chacun. Et alors, pas forcément à chaque fois, mais j'ai vu ça un peu dans tous tes livres, à chaque fois à travers une mosaïque de points de vue, quoi. Voilà, ce que l'anthropologie appelle des points de vue Oui. différents. Une polyphonie de points de vue. C'est ça. Il a déjà dit plein de trucs, donc il faut déjà que j'intervienne. Alors d'abord, pour la fiction par le détour, oui, bien sûr, outre que je ne suis pas compétente en description du réel, que ce soit ni dans le style, ni je ne suis pas journaliste, ce n'était pas la demande. On a vérifié, ils auraient pris sinon des universitaires, tu vois, qui auraient pu venir décrire absolument tout. Voilà. Ce n'était pas la demande, c'est une structure culturelle en premier lieu. En deuxième lieu, oui, moi, tout ce que j'ai écrit, c'est en narrateur interne, c'est toujours quelqu'un qui va voilà, c'est le discours de quelqu'un. Et même si j'ai un super salaud comme j'en ai un dans des clous, on est à l'intérieur. Et on ne peut pas ne pas avoir de compassion pour le discours de quelqu'un quand on est à l'intérieur. Voilà. Et là, la multiplicité des points de vue, j'ai hésité, mais qui ne sont pas agencés. Certains se croisent, là, on va lire des parties où ils s'aperçoivent. Mais il y avait un désir là, de ne pas agencer en une histoire globale qui ne peut pas se faire dans un lieu pareil, qui est un lieu de passage, qui est un lieu de souffrance, qui est un lieu éclaté et de plus en plus éclaté avec ce qui nous attend de ce qu'on appelle aujourd'hui l'hôpital gestionnaire. Voilà. Et qui est souligné à plein d'endroits de ton livre. Hein. Parce que ça, quand même, j'ai rencontré les employés, les syndicats, etc., les travailleurs, je veux dire les patients, c'est très important, mais là, on a des gens qui donnent leur vie pour les autres, les soignants et non soignants, lingères, jardiniers, éducateurs techniques, etc. On a ces gens-là qui sont en souffrance et que ça ne va pas s'arranger, on le sait. Et donc là, c'est là où il y a quelques fois où j'ai réutilisé quelques mots qui ont été dits, parce que celle-là, c'est une façon de rendre justice à un trouble social qui est en train d'advenir et que ce n'est pas le seul hôpital où ça advient. Voilà. Donc, je t'ai coupé au milieu de ta mais c'est parce qu'il y avait plusieurs trucs. Multiplicité des points de vue, mosaïque. Et multiplicité aussi, à travers cette multiplicité de points de vue, et c'est là qu'il y a un tour de force, multiplicité des syntaxes. J'essaye. Des façons d'écrire et d'agencer le langage, quoi. J'essaye, voilà, parce que qu'est-ce qui nous fait la spécificité de chaque narrateur, naturellement, c'est sa langue. Alors, tu dis syntaxe, langue de façon globale, il y en a qui ont des incorrections aussi, des choses comme ça. Je lirai des extraits précis peut-être. Quand j'ai écrit Desclous, le deuxième roman, il se passe dans une grande entreprise et j'ai été bien embêtée parce que le propos de cette grande entreprise était justement de simplifier notre langue, d'avoir ce discours, ces éléments de langage, vous savez, le discours de l'entreprise, management, B2B, enfin des trucs qu'on ne comprend pas, qui vient, si on éclate mes mots, je ne pense pas pareil. Et donc là, le langage dans Desclous est assez pauvre puisque tous ces employés d'un centre d'appel se retrouvent à parler et penser de façon relativement conforme.
Là, c'est l'hôpital psychiatrique. J'ai vu des gens hauts en couleur. À nouveau, je parle des soignants et des patients, enfin, voilà, comme nous tous sommes hauts en couleur. Et donc, il fallait faire sortir cette question. Il y a aussi, pour la question de la pathologie psychique, enfin, des gens qui sont en souffrance, des façons de parler qui peuvent être spécifiques. En psycho, quand la schizophrénie est... bon, ça dépend bien sûr enfin, des discours qu'on a autour de la schizophrénie, mais enfin, si on la pense comme un trouble qui est de type psycho, c'est-à-dire si on est vers la psychanalyse d'où moi je viens, il y a quelque chose autour du langage. Le langage, au bout d'un temps, se défait. Et si c'est pas soigné, si personne n'est là pour écouter, et on parle pour les schizophrènes de salade de mots. Tu vois, tout est, voilà, Macédoine, quoi. Voilà. Et donc, là, j'ai un personnage qui est schizophrène, j'en lirai peut-être un. Alors, je dis schizophrène, ça fait étiquette, et c'est une étiquette, en effet. Hein, mais là, il y a des moments où il y a des types de symptômes, des types de délires, parce que vous parlez à des gens qui voient au-dessus de vous une personne accrochée au plafond, etc. C'est là. Voilà. Parfois, il faut bien au moins savoir où on est et savoir si on est avec quelqu'un qui est dans un réel très différent de nous ou pas. Voilà. Donc, il y a cet exemple-là. Et j'ai aussi une, une dame qui est dans le livre en pleine phase maniaque. Quand on parle de bipolarité, phase maniaque, une phase dépressive. Phase maniaque, souvent, il y a vous savez, une excitation des idées comme ça. On est de plus en plus, d'ailleurs, fluide dans ces idées. Et donc, on entend ça. Elle est en train de faire les tours de sa cour en béton puisqu'il n'y a plus de jardin. Euh, voilà. Voilà. Et puis pour les langues aussi, nous tous, elles sont différentes. Normalement, je voudrais qu'on l'entende. Oui, parce que c'est vraiment prégnant dans tous les portraits, ça revient. Le fait d'être... il y a une dépossession de sa langue, quoi. Ou de personnes qui ne peuvent plus, alors peut-être dû à la pathologie, mais qui ne peuvent plus parler dans la langue, quoi. Je les ai pas là où tu vas nous lire, parce que là je sais pas si c'est celui-là dont tu parlais, le récit de Paco. C'est ça. Voilà, le récit de Paco et qui commence par j'ai rien de privé. Oui, alors c'est vrai, du coup, je vais commencer à faire une lecture pour se alterner un peu, si Alors, ça te convient, ouais. Paco, un petit coup. Alors, et Paco, en sachant que c'est vraiment, on commence par On va rien comprendre. le plus ça. expérimental Oui, au oui. niveau syntaxique. Oui, oui. Sachant que, alors pour Paco, oui, il était possédé parce que parfois on dit pour les schizophrènes, juste être personne traversée par le langage. Mais dans le même temps, ce fait d'avoir sa langue à soi, chacun, pour moi, est une chose très positive. Ouais. Et il y a des trouvailles. C'est ce qu'on cherche, toi et moi. Quand Stéphane dit que je fais des choses, enfin, amis avec la boutique, moi j'anime des ateliers d'écriture auprès de publics dits en difficulté. Eh bien, ce qu'on veut faire en atelier, c'est bien amener chacun à trouver sa propre langue. Fut-elle incorrecte, fut-elle non gna, fut-elle. Trouver sa, Deleuze, il dit sa langue mineure, tu vois, en mode mineur. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que. Voilà, ce serait un peu mon idée. Et qui est une façon moi, je dirais tout simplement on dit souvent d'être au monde. C'est une façon d'exister, quoi. Parce Oui, que et de résister au discours, au discours lisse qui nous est donné, publicité, entreprise, administration. Oui. Je lis un extrait de Paco, je le lis pas trop long parce que c'est pas très compréhensible, mais bon, je vous ai dit qu'on était appelé en résidence suite au déménagement, Stéphane l'a dit, déménagement de l'hôpital, donc il parle de ça. Je vais lire ces 3 paragraphes. Tu dis ce que tu veux. Hein. Oui, mais pour pas que ce soit trop long. Alors, n'hésite pas à lire. ok. Alors, donc, on voit au début, à chaque fois, le prénom de qui parle. Chacun parle pendant quelques pages. Rien, rien. Je n'ai rien de privé, pas même mon corps ou mes idées. Ce n'est aucun à moi. Coq grillagé, du vide dedans. C'est moi personne. Ça le traverse les mots des autres, mon temps perdu. Il arrive aujourd'hui que lui suis là, hospitalement. Encore je suis revenu, me faudra tout recommencer. Attendez. Pas tout pareil. Cette fois, ça change.
Ils concoctèrent de nouveaux murs et le bâti perdit son nom. Ça n'est absolument pas d'accord. Il s'en revient dans sa coque. Suis allé voir les infirmières. Quel cataclysme s'est survenu? Elles lui ont répondu, vous savez bien, Paco, c'est le déménagement. Mais elles l'ont dit vrai sans mentir aucun, contrairement à moi, car je n'ai rien de privé. Les mots phrasettes, les mots phragés traversent ma coque, sont pas à moi, peux pas les attraper, disent n'importe quoi. On démena, démembra, dénomma donc le service ancien connu de mes annales, pas les miennes vraiment, abus du langage. Rien n'est à moi, surtout pas moi. Mais il faut employer tous les mots du verbe français, sinon il pleure et il colère. Les pronoms possessifs, surtout, sont mus d'une susceptibilité remarquée. Veux pas me faire punir, lacérer, transporter par des mots phragés, alors je coopère et je les pique dans ma collection pour de beaux épinglements, boîte papillon. Voilà un exemple de langage de Paco. Vas-y, continue. Est-ce qu'il y a une autre lecture ou une... Pendant qu'il réfléchit, je fais une lecture. Allez. Pardon. Là, c'est comme une éducatrice technique. Et je fais très course. Là, c'est par rapport à la question sociale de ce déménagement. Michel, ce qu'on nous a retiré, c'est le silence. Ici, du silence, il en faut beaucoup. Ça tombe bien, j'aime pas trop parler. Le temps du silence, faire avec les patients, faire ensemble. Montrer, imiter, sourire. On ne peut plus. Faudrait aller vite, expliquer en catastrophe, et débrouillez-vous les gars, j'ai des dossiers à remplir, des cases à cocher, et mon salaire à justifier par le papier. Ce n'est pas du bon travail, et surtout pas avec des gens comme ça, qui ont besoin de plus de temps, plus de silence que les autres, pas pour rien qu'ils sont ici. Okay. Et il y a une place aussi à l'activité culturelle à travers le récit de Rodrigue. Oui. Qui parle d'activité artistique. Et il dit ça à un moment, l'activité artistique pour engager les corps. Oui. Parce qu'on le sent bien tout au long des récits, il y a une dépossession des corps, donc d'un langage qui puisse à un moment... Dépossession des corps. Alors, regardez ce personnage absolument triste, enfin, désespérant qu'il a dessiné face à des patients qu'on ne reconnaît pas, qui sont à la cafette, quoi. La dépossession des corps, oui, tout à fait. Excuse-moi, je trouve qu'il est très dépossédé. Et dans le langage, à un moment, il y a je ne sais plus lequel personnage qui dit la langue renacle, elle ne me communique plus, quoi. Oui. Il y a une privation d'une langue qui puisse la dire, qui puisse dire qui puisse dire ce qu'elle vit, quoi. Absolument. Alors, il y a peut-être la souffrance psychique qui peut faire ça, mais la dépossession des corps et de la langue, il y a aussi autre chose de très évident, c'est les médicaments. Ouais. Hein, on est là, on voit des gens qui ont des médicaments, alors qui sont sans doute bien sûr nécessaires, je ne dis pas, mais qui sont très forts avec des effets secondaires, ou du coup ils prennent d'autres médicaments pour contrer les effets secondaires, médicaments qui donnent eux-mêmes des effets secondaires, donc avec des corps gonflés, le ventre, des démarches, une étrangeté, et un ralentissement psychique ou une accélération parfois. Mais il y a quelque chose qui est dans cette question-là aussi, là, ça ne me communique plus parce que je souffre, mais aussi parce que je suis rééduquée comme ça. Bien sûr. Voilà. Avec ces médicaments. Et c'est marrant, tu parles de Rodrigue, je me disais peut-être on verrait, mais si on avait le temps, je lirais à la fin, parce que Rodrigue, je me disais comme ça, Rodrigue, il est animateur. Et donc, l'animation, c'est une des missions de la boutique. Et je me disais que c'est par hommage à la boutique, voilà ce qu'il fait, lui, il fait ça là-bas. Enfin, l'animation, d'être en groupe et de créer avec des gens. Oui, parce que évidemment qu'il y a le contexte psychiatrique et médicamenteux, mais si je ne me trompe pas dans ton livre, dans un de tes livres précédents, dans la deuxième vie de Aurélien Moreau, il y a
la, la vie d'une personne qui, du coup, qui renaît à la vie, qui renaît une seconde fois, au moment où elle peut s'approprier une langue qui Absolument, est à elle, c'est ça. ou autrement dit, qui se met à entrer dans l'existence, enfin, au moment où elle peut faire récit, C'est ça, devenir, euh, oui, devenir l'auteur de sa propre vie, quoi. c'est ça. Et avant ça, c'est une personne, un peu comme l'étranger de Camus, c'est une personne étrangère au monde, C'est quoi. absolument ça, très blanche, une écriture Ouais. très blanche. Effectivement, et je reviens à la question des ateliers, il me semble que c'est le but, le moment où on peut développer cette langue, nos mots, notre source, choses, je parle de choses qui sont déjà là, qui ne sont pas à construire, mais qui sont robinets fermés, pour plein de raisons, des raisons notamment de normes sociales. Mais une fois qu'on donne confiance à la question de la créativité personnelle, notamment dans la langue que tout le monde a en partage, oui, c'est une façon de pouvoir être au monde et de tenir debout. Je dis tenir debout comme résistance qui, étymologie, stand. Ouais. Voilà. Et notamment, je ne sais pas si tu es d'accord pour lire le récit d'Isabelle, Oui, parce que elle, qui est donc psychiatre. psychiatre, et qui, elle, donc, il fait un footing Oui, chaque jour pour échapper à l'angoisse. oui, Alors, il dit à l'angoisse qui migre de l'un à l'autre, hein, oui. par des corps poreux, et qui dit à un moment, lors de ces séances à elle, qui propose, pour les amener à parler, pour débloquer de la parole, elle parle de, c'était pas c'est moi elle, de détour par le conte. Elle les fait parler en passant par la structure du conte, Oui, quoi. oui. Et puis à nouveau la fiction. À nouveau la fiction, À ouais. nouveau la fiction où on peut mettre personnage, persona, c'est un masque. On peut mettre un masque pour pouvoir dire ce qu'on a à dire, à la Ouais. fois sans trop se dévoiler, sans trop s'abîmer. Et puis de fictionnaliser, c'est une forme de médiatisation supplémentaire, tout à fait. Donc tu veux que je lise un peu d'Isabelle, je ne lis pas tout, hein, Si sinon tu es c'est trop d'accord. long. Oui, je suis d'accord. Alors, Isabelle, alors, allez. Non, pas un point de côté déjà, je viens à peine de commencer. Expirer, expirer plus longuement. Appuyer de la main sur mon ventre, là, ça va partir. Ce point noir des entrailles, qui est la peine accumulée. Continue à courir, on en viendra à bout. Je cours la douleur de mes patients par les rues de la ville. Je la cours comme pour une œuvre caritative, mais il n'y a pas de ligne d'arrivée. Je cours au milieu des voitures et des vitrines des magasins illuminés. Le parc de l'hôpital serait plus adapté, mais je ne peux pas le soir rester dans son champ, dans ses rayons. J'ai essayé, ce n'est pas possible. Mon corps s'y ralentit comme celui des malades. Il devient pierre, il devient statue. Alors, je m'échappe dès mon travail terminé. Retrouve la fureur des klaxons, des voitures en double fil, des embouteillages du soir, des gens qui ne peuvent pas rentrer. Mes poumons sont pleins de fumée, mais je respire le mouvement, la vie normale, je quitte le temps arrêté. Dans ce corps plus si jeune, mais qui répond encore, dans mes chevilles faibles et ma douleur à la hanche, dans le point de côté, dans les foulées irrégulières qui peu à peu s'allongent et se calment, dans le rythme qui se trouve à bout d'un temps, qui se trouve au bout d'un temps toujours plus long, dans mes efforts voraces pour attraper de l'air, je suis à nouveau là. Et je cours. Pour ceux qui n'ont pas pu décrocher un mot en entretien, pour leur regard douloureux, accroché à un point derrière moi. Je cours pour les crises d'angoisse que je n'ai pas comprises. Je cours pour le énième récit d'une vie misérable, des coups et des cris, des parents délirants de honte, de la honte à l'école. Je cours pour chacune de leurs minutes qui n'a pu être simplement paisible. Je cours pour celle que sa mère coiffait à la fourchette, pour celui qui dormait sous la table du salon. Je cours pour celui-là qui ne sait plus parler, aligne ses mots en salade que personne ne comprend. Je cours pour ceux qui ont mal sans remède à part les médicaments. Que fait-on de celui-là qui souffre trop et tant, qu'a rompu la corde qui le reliait au vivant? Oui, c'est l'heure de l'ouverture. C'est l'heure de basculer. Pendant qu'on réfléchit si c'est vraiment l'heure de l'ouverture, je montre un autre dessin de Julien. Alors, bon, c'est marrant, mais c'est pas marrant. Alors, comme ça peut-être. Donc, vous voyez cette espèce de patient carapace éléphant. Et surtout, vous voyez le mur derrière.
n'est pas un mur d'hôpital psychiatrique, on dirait un mur de prison. Vous voyez? Et bien, c'est une prison. Il y a la prison aussi à l'hôpital psychiatrique, c'est-à-dire qu'il y a une unité, dite les malades, unité des malades difficiles, qui est une unité moitié avec des surveillants de prison et moitié avec des infirmiers, c'est-à-dire pour des patients très dangereux qui ont quand même été reconnus responsables de leurs actes, qui sont dits et fous et criminels. Donc, à l'intérieur déjà de cet espace qui va être clos pour certains pavillons, puis le parc est fermé la nuit, il y a cette unité encore plus close, une espèce de centre noyau quoi, de souffrance et de danger. Voilà, je montrais ça, c'était voilà, en passant. Est-ce qu'on passe aux questions? Est-ce que tu voulais, toi... Je ne sais pas s'il y en a dans le chat. Peut-être Est-ce qu'il y a des questions dans le chat, Donia? Non, pas de questions dans le chat. Ah bah bravo! Bon, Non, il y aura des questions orales. Enfin, on l'espère, sinon on va rester tout seul. Tiens, je vous montre un truc. Oui, un truc. Ça, c'est la lingerie, parce qu'il y a évidemment une grande lingerie, vous voyez, où défilent, et c'est clac, 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 des robots qui. Bah, c'est normal qu'ils lavent tous ces vêtements de milliers de gens comme ça. Vas-y. Mais du coup, sinon, on peut considérer qu'on continue jusqu'à ce que quelqu'un veuille intervenir. Maintenant, si vous désirez. Non, parce que moi, Moi, j'avais une question, mais je ne savais pas qu'il fallait le mettre sur le chat. Comme tu voulais, soit chat. Ok, soit... je préfère parler alors. Ce que j'ai pas bien Il y a compris, c'est. Pardon, allez-y, allez-y. Il y a une question dans le chat que je viens de voir, du coup. Alors, celle orale, on commence. Alors, Maya d'abord, et puis après Lynn, tu disais, Dunia? Oui, tout à fait. Ok. La question, c'était. J'ai pas bien compris. Tu dis que. Quoi, pardon, vous dites que c'est des textes fictionnés après un temps de résidence dans un hôpital psychiatrique, mais du coup, le fait de mettre des noms, etc., d'individuer les textes, c'est un parti pris fictionnel. Oui, ce sont des noms de fiction. J'ai inventé les prénoms qui vont avec. Ok. Après, tu as glané la matière et que tu as retravaillé de façon. Oui, mais sans prendre aucune parole directe, par exemple, de patient sur telle souffrance, problème et tout. J'ai inventé moi, tu vois, mais sans prendre quelque chose qui pourrait pour eux être reconnu et qu'il soit violent de publier. La seule chose directe que j'ai prise, c'est encore une fois les plaintes, entre guillemets, justifiées au niveau social des soignants qui disent là, on va plus arriver à bosser. Ça, c'était autre chose, c'était de l'ordre du travail, donc ça peut se dire. De même, la vie personnelle des soignants n'y est pas non plus. Voilà. Et du coup, par exemple, dans ton bouquin, il y a vraiment ces deux axes différents entre le soignant qui a une parole réelle, entre guillemets, quoique moi, j'aime pas ces termes, parce que de toute façon, tout est... bon, voilà. Même, je veux dire, les sciences sociales, maintenant, sont dites subjectives. Hein. Il n'y a plus de... Non, t'inquiète, je me suis mal exprimée. C'est pas que genre c'est réel, c'est que dans les portraits des soignants, ils sont aussi entièrement fictifs. Mais j'ai fait passer quelques revendications. Oui, d'accord. Voilà. Tu as mis la petite graine de discrètement, politique à mettre dedans. Voilà, qui s'entendent, à mon avis, déjà dans la parole des soignants eux-mêmes aussi, mais bon. Oui. Bon. Des soignés, je veux dire. Des soignés, oui. Ouais. Quand ils peuvent, parce qu'ils sont... Oui, mais bon, langue mutilée ou quoi, pas langue mutilée, mais bon... naufragé, on entend bien quand même ce qu'il dit, même si c'est toi qui l'as écrit, oui. entre naufrage et naufrage. Bon, voilà, c'est ça, je l'espère, tant mieux. Ok, bon, merci. Et tout ça pour dire, tu connais un peu l'œuvre de Deligny, tout ça, sur les expériences parallèles de la psychiatrie? Oui, en général, oui. Après, bon, voilà, on retombe sur le problème des moyens. Hein. Ouais. Mais oui. Je reviens de le faire. Merci. Moi, j'ai une question. Ah, pardon. Alors, peut-être dans l'ordre, parce que si on suit l'ordre de ceux qui veulent prendre la parole, il y avait Maya. Donc, il y avait Maya. Ok. Ah, il y a un autre Maya. Moi aussi, pardon, j'ai un sur mon clavier, j'ai que des chiffres, donc je ne peux pas communiquer sur le chat. D'accord. Alors, Maya, Lynn voulait poser une question. Et ensuite, puis après, Maya, donc Maya numéro 2. Lynn, il y avait deux choses. D'une part, juste une
une réaction. Moi, l'impression que j'ai eue en lisant le texte, Tatiana, c'était qu'effectivement, tu n'avais certainement pas retranscrit les paroles des gens et qu'on était bien dans la fiction, mais peut-être que ce que tu avais attrapé, c'était des voix. J'ai l'impression qu'il y avait des voix qui, elles, étaient presque portées par des gens derrière. Et quand je dis des voix, c'est aussi des registres de langue, des questions de syntaxe, etc. Comme si tu n'avais pas dit ce que disaient les gens, mais que tu réussissais à nous faire entendre des voix particulières. Alors, sans doute, alors, par exemple, même si je vais dire, ah oui, mais non, mais j'ai pas rencontré par exemple, il y a une jeune anorexique, j'en ai pas rencontré, mais ça, c'est improuvable, mais sans doute, Lynn, bien sûr, et ça revient, moi, j'ai un peu la vision, monsieur l'auteur ici, va-t-il être d'accord, que écrire, c'est un peu de te lancer ton antenne radio enfin, d'être une radio déréglée, quoi. Et donc, tu déplaces ton antenne, tu vas peut-être capter un flux. Et comme tu dis, ce n'est pas forcément le propos, mais le type de rythme. Après, je ne peux pas le retrouver et me dire, ah, tel personnage, ça rappelle le rythme de Bien sûr. voilà, mais sans doute. Et nous, enfin, je crois qu'on est là pour ça, de capter ça, parce que par chance, on arrive à le remettre en mot oui, oui, de le faire passer en verbal derrière. Mais oui, il y a une forme même de une mélodie, un bruit qu'on peut refaire passer. C'est ça. Et une petite demande, le texte que tu voulais lire tout à l'heure, celui de Ah oui, pour la l'animateur, boutique. mais peut-être prendre les autres questions d'abord, mais bien nous le dire à la fin. Mais D'accord? attends, je voulais le lire si vous voulez, hein, mais c'était comme ça parce que c'est la fin. Je lirai peut-être qu'une partie. Ouais, je pourrais le lire. Ce qu'on peut faire, c'est que je le lis dans les 5 dernières minutes. Ouais, vers la fin, même le lire en entier, hein, peut-être. En Hein. entier, ça va. Ça Comme- dépend les questions. Ok, on va voir. Parce ils sont pas non plus très longs, Je me rends pas compte. les portraits. 4 pages, ça fait combien Oh, c'est pas... Je pense que c'est bien aussi. Ok. On est là pour t'entendre, Tatiana, mais on est aussi là pour Le entendre texte, oui, les oui, c'est clair. inconscients. Non, mais moi, je suis d'accord. Oui, oui. Ah, bah, c'est ça le plus important. Oui, ok, c'est Et déjà pas trop vite la lecture. Ah, Oui, c'est vrai, c'est ce que tu sais bien, hein, c'est ce que je fais. Je vais essayer de faire un peu un euh, peu plus lent. il y avait une autre Oui. question donc de Maya, du coin là-bas. Oui, bonsoir. En fait, moi, je ne sais pas si c'est une question, mais c'est plutôt une observation. Euh, je vais essayer de parler, en fait. Je vais essayer de me faire comprendre. Moi, je rejoins un peu Lynn dans ce truc de voix. C'est-à-dire, ce qui m'émerveille, en quelque sorte, ou que je trouve, comment dire, que je trouve que ces patients sont arrivés à faire, c'est que malgré ce langage commun à eux qui est la douleur, parce qu'on peut dire que là, la langue de tout le monde, on peut dire c'est la douleur, quoi. Et que malgré cela, malgré que le fait que j'imagine, parce que moi, dans ce que vous venez de lire, j'ai vu des images plus que des mots. C'est-à-dire, pour moi, ce n'était pas des mots. C'était des mots, mais en même temps, pas des mots. Du coup, ce qui m'émerveille, qu'ils ont réussi quand même à... En fait, quand on est dénudé même du mot, c'est-à-dire dénudé de notre propre langue, et d'être incapable de sortir sa voix, d'être incapable d'être dans son corps, genre, comment on arrive quand même à transmettre un langage avec des mots sans l'être vraiment, quoi. Absolument. Et tu vois, ils ont tous en atelier participé et écrit des textes. Alors évidemment, nous, on voulait que les textes soient dans le livre, mais on ne veut pas les textes des patients dans le livre, on veut les textes de l'auteur. C'est chiant. Tout à fait. Dans ce que tu dis aussi, très intéressant, la langue de douleur. Julia Kristeva, la psychanalyste et écrivain, dit c'est le chagrin qui est à l'origine du langage. C'est parce que maman n'est pas là que j'appelle maman, parce qu'elle est dans la pièce à côté. Hein, c'est parce que j'ai besoin de quelque chose que je me mets à formuler. J'ai un manque. Sinon, si j'ai tout ce qu'il me faut dans un univers édénique, je ne parle pas. Et quant à la question des images, oui, ce serait, je suis très contente si tu as des images et je me dirais, le mot, c'est aussi l'image sonore, en effet, ou la voix radio.
Tout à Et fait. aussi, il y a le fait, par exemple, par rapport à l'image dessin, la photo dessin, où il y avait le robinet. Oui. Et je crois que là où c'est vraiment intéressant, c'est que c'est comme si ces patients ou ces personnes qui travaillent dans ce lieu avaient besoin de contes, de métaphores pour exister. Ils n'avaient pas besoin d'un langage global connu par tout le monde. C'est-à-dire, ils avaient besoin d'une image pour se projeter dedans, et c'est là où leur voix sortent. Et c'est la fonction de l'artistique, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Enfin, le détour, la métaphore, le conte, le masque, c'était des très beaux masques artistiques, hein, pas juste un... Oui, absolument. Et je me demande, parce que je me demande vraiment, parce que pour moi, ça, c'est une thérapie, en fait, d'aller vers les personnes qui souffrent et de parler autrement via autres moyens. C'est une vraie thérapie pour les faire exister, parce qu'ils sortent de ce langage du quotidien et comment on leur adresse la parole quotidiennement. Je ne sais pas si on peut sortir de ce qu'on vit si on nous adresse tous les jours les mêmes mots, quoi. Non, oui, absolument. Tout à fait. Voilà, du coup, j'apprécie. Merci. Merci pour tout. C'est précieux, merci. Il y a une question de Marion. Ensuite, Ollier également veut prendre la main. Donc, on peut commencer par Marion. Oui, c'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi mon clavier s'est transformé en chiffres. Si vous voyez sur votre clavier, il y a des chiffres sur le U, le I, le O, le JKL. Voilà. Non. Si, mais c'est les chiffres qui sont gravés. Mais, Okay. mais bon. Je ne peux pas écrire sur mon clavier. Voilà. Tout est en chiffres et je ne sais pas comment sortir de là. Il y a plusieurs trucs qui me viennent. Déjà, j'ai l'impression que vous mettez en voix un peu comme une griotte. Oui. C'est-à-dire que vous faites parler des gens qui n'ont pas forcément les moyens, en tout cas qui ont des moyens différents. Et je me dis que ça doit être émotionnellement très, très dur et vraiment, je ne sais pas comment vous avez pu gérer ça. Ça devrait être vraiment intense émotionnellement et assez dur à vivre. Et comme vous parliez de salade de mots, etc., je voulais savoir si ça a pu influencer votre écriture dans le sens où vous avez découvert des entrées dans le langage qui étaient complètement différentes. Oui, alors pour la première partie... Et encore une dernière remarque, parce que oui, ça part dans tous les sens. Une dernière remarque, c'était finalement avec tant de voix, comment vous arrivez à trouver votre propre voix aussi? Enfin, ça fait 4 questions ou 4 remarques. Ah ouais, attends, je vais essayer de remettre. Alors le truc difficile. Le truc difficile, tu te rappelles? Peut-être sur l'écriture, c'est plus... Ouais, non, mais alors le truc, est-ce que c'est difficile là-bas? Oui, c'est difficile. Ça va, je suis allée quelques mois en résidence. Les gens, ils travaillent là à l'année. Donc moi, tu vois, ça va. Enfin, ouais, déjà, c'est beaucoup. Déjà, moi, une semaine, je ne m'en remets pas, je pense. Bien sûr, mais écoute, il se trouve qu'avec Julien, le soir, on buvait beaucoup de coups à boire, d'apéro, hein, parce que vraiment, on tenait pas sans. Alors, c'est interdit, donc on rentrait nos bouteilles en cachette, c'est dans le petit studio là, de résidence. Bon, c'est interdit l'alcool à l'hôpital. Bon, mais là, avec modération, blablabla. Hein. Ensuite, en deuxième, alors il y a quoi? Le deuxième, c'était quoi? Donc, griot, j'étais d'accord. Ma voix ne m'intéresse pas plus que ça. J'ai pas besoin, j'ai rien à apporter de ma propre part. Si je peux faire le canal par lequel les choses viennent, bien sûr que il y a quelque chose de moi ou de mes convictions qui passent, malheureusement, quelque part. Mais là, c'est quand même au service. C'est au service là des gens qui étaient là-bas, mais même en général, moi j'ai l'impression que Aurélien, le héros du roman précédent, il existe vraiment et que je lui ai donné voix. Voilà. Alors quelque part c'est la mienne et quelque part c'est pas la mienne et c'est pas trop. C'est bien un personnage alors finalement. C'est bien un personnage qu'on ne se noie pas dans toutes ces voix. Ah voilà, et comment on fait avec ça? Oui, c'est ça, effectivement. Voilà, c'est pas dur, c'est un personnage, mais via une langue, via un dispositif d'écriture. Enfin, la langue elle-même, elle métabolise tout de suite quand on dit quelque chose. Quand on arrive à dire j'ai mal, on pleure moins. Enfin, c'est dit, enfin, un peu moins, on pleure un peu moins fort. Voilà, et
C'est ça. Et en plus, bon, on était deux. Et là, comme il y avait des dispositifs précis, je voulais de langue, de choses, ça roule, quoi. Ça va. Il y avait une autre question dans les 4 questions que j'ai oubliées. Est-ce que la voix, quand Oui. on dit tu donnes voix Oui. à plusieurs, et ta voix, Ah ben, c'est ce que je dis, moi, la voix, elle n'est est-ce pas que, très importante. est-ce que ta voix, ça serait pas la voix des autres? Bah oui, Ou alors, quand tu parlais de la voix de quelqu'un, enfin, celui qui écrit, il a avant tout une antenne réceptrice c'est ça. qui entend retransmettre Oui. ce dont elle est écouteuse, Dépositaire, dépositaire. Oui, Et c'est c'est ça, ce qui est, c'est ça. ça serait même ce qui peut-être, mais Bah. ce qui informe euh, la syntaxe, la grammaire, Oui. la forme du langage que Oui. tu sculptes, entre guillemets. C'est ça, c'est ça. Deleuze parle de énonciation originairement plurielle. Quand nous naissons, il y a déjà toutes ces voix, ces gens qui ont parlé, ces choses écrites. Est-ce que j'ai une voix personnelle et séparée? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre. Quand je fais les cours au DU, autour de l'animation d'ateliers d'écriture, je cite l'écrivain Hélène Sixou qui parle de cette énonciation plurielle. Est-ce qu'il y a un jeu qui parle et qui dit que c'est tellement fort pour elle qu'elle trouve que signer ses livres est une forme de malhonnêteté? C'est intéressant. Est-ce que mes livres sont mes livres? Je ne sais pas. D'abord, tout ce qui est là est venu d'ailleurs. J'ai été parlé avant de parler. Voilà, donc ma voix, voilà. Je ne sais pas s'il y en a. Surtout pour pas trop se perdre dans tout ça. Oui, oui, non, mais j'entends, cette question est très importante. Attention de la voix, de soi. Mais est-ce que la voix de même quelqu'un qui ferait de l'autobiographie, ben, je ne sais pas si c'est sa voix qui parle, ou ses ancêtres, ou c'est, etc. Quant à se perdre, c'est pas grave. On est un canal, ça traverse et après, c'est parti, quoi. Est-ce que je peux surgir sur ce point ou Surgir. Mais surgir, hein. Tu peux surgir, je pense. En Rebondir. fait, rebondir, oui. Non, surgir, c'est bien. En fait, c'est parce que je ne sais pas si je serais d'accord avec ça, parce que, comment dire, c'est comme dire rien n'est singulier aussi. Je veux dire, la mémoire, je ne veux pas dire juste l'écrit, hein, même le truc visuel, le truc sonore, en fait, l'accumulation de tout ce qui vient à nous, notre mémoire aussi, par exemple, c'est quand même, ça reste notre mémoire, même si c'est passé par tout ce qui est avant, mais c'est nous qui l'avons composé, je veux dire. L'ensemble, les éléments tous ensemble, effectivement, c'est ta mémoire, mais il y a des événements dans ta mémoire qui sont vécus par d'autres, il y a des événements, c'est un très long débat, ça, hein. Après, c'est Oui, des mais positions. on l'a composé, c'est nous qui l'avons composé. C'était à quelqu'un d'autre, mais on l'a composé dans notre corps. Du coup, ça... Mais bon, juste comme ça m'a fait rebondir. C'est juste, on a besoin de 4 ou 5 heures pour discuter de ça, hein. Ah oui, même plus. Oui, oui. Des années. Merci. Oui, 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 merci. Donc, il y a la question d'Olier, dont le micro est désactivé. Donc, alors, Olier, si vous pouvez activer le micro. Je lui ai envoyé une demande de réactivation du micro. Il suffit. Ah, voilà. Je vois que ça se débloque. Super. On vous écoute. Donc, Olier, si... Mais peut-être le micro marche pas. On n'entend pas, en tout cas. C'est une question très mystérieuse, là, hein. Ah, ça, c'est les joies de la technique, hein. On ne vous entend pas. Si vous pouvez écrire, du coup, votre question dans le chat. Ouais. Vous pouvez appuyer sur le bouton discussion en bas, au milieu. Enfin, au milieu, en bas. En attendant... On voit une image. Donc, on voit Monsieur Ollier, oui, qui s'appelle même Michel. Michel, trouves-tu la voix?
Bon. Ça, c'est les joies du distanciel, mais c'est comme ça. C'est peut-être le son de l'ordinateur lui-même, là, puisque tu as désactivé activé le son. Le son en haut à droite, là. Ah oui, le bouton de volume de l'ordi, ouais. Le volume de l'ordi, ouais, pardon. Alors, attendez. Sinon, je vais lire. Hein. Bon, Ça vous dit que je peut-être lise l'animateur hein? Ouais, alors, Ah oui, il y avait d'autres. Je sais pas. alors, Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup? en attendant que Monsieur Ollier trouve le micro ou que ça se mette à fonctionner, ou alors qu'il écrive la question dans le chat, donc dans la boîte de dialogue, Tout à fait. auquel cas on la relaye. Et Sinon, moi, je veux bien poser une question. Salut, Tatiana, c'est Je suis là, Christian. Christian, mais je te Ah, vois mais c'est- pas. Non, mais j'ai pas mis le. Ah, c'est toi, elle? Ah bah bravo, ouais, C'est d'accord. moi, elle, ouais, c'est ça. donc c'est pas elle, c'est lui. Clandestin Bonjour, de- Christian. Ah, vas-y, dis. Je suis le clandestin de la soirée. Complètement. Non, alors deux questions. C'est est-ce que ton livre, tu as pu le faire lire aux patients qui ont été auditionnés par toi et lus par Julien? C'est peut-être une question complètement. Non, c'est une bonne question. Je connais pas l'univers psychiatrique tel que tu le décris. Et puis, l'autre question, c'est j'ai l'impression que tu écris toujours, ou souvent en tout cas, autour d'univers clos ou concentrationnaires. Et du coup, je me demande comment tu vis la période présente qui ressemble assez. Et est-ce que pour toi, c'est une bonne occasion pour écrire, ou est-ce qu'au contraire, c'est tellement flippant que ça bloque? Alors, c'est super. Alors, la première question, pour la question des patients. Alors, je n'ai pas, ça aurait pu se discuter si j'avais pris en note leurs paroles et repris leurs paroles. Je n'ai pas fait relire à des gens avant, puisque c'est vraiment de la fiction. Il n'y a pas de fait, de type d'hospitalisation, de choses réelles du tout utilisées. Par contre, quand le livre a été imprimé, blabla, on est revenu faire une, deux, trois, je sais plus, soirées à l'hôpital, dans cette structure culturelle qui a son auditorium un petit peu, et on a fait de la lecture de texte. Voilà. Pour dire la vérité, c'était un peu flop, hein, parce qu'elle était programmée le soir, alors il y avait plein de gens de la ville, puis un côté très des gens du dehors qui veulent aller voir des textes de l'hôpital. Enfin, c'est pas des textes de l'hôpital, c'est une invention de ma part, mais les patients eux-mêmes, c'est genre 20 heures. Franchement, un médicament plus, ils s'étaient crevés, quoi. Donc, il y en a qui sont venus, ceux qui étaient en fauteuil, parce qu'il y avait des gens. Par exemple, j'ai fait un des ateliers, on a avec Julien un seul, hein, mais un des ateliers les plus durs pour moi de ma vie, et pourtant ça va, en prison ça va. On a fait un atelier dans le service des gens qui avaient tous raté leur suicide. Déjà, ils voulaient mourir, ils ont tenté de se suicider, ils n'ont pas réussi. Et maintenant, ils sont à l'hôpital psychiatrique, dans des états physiques, bah, des séquelles. Bon. Et bien, tous ces gens-là, notamment, pour se déplacer, fauteuil, bouteille, oxygène, ce que vous voulez, enfin, crever, quoi. Enfin, voilà. Donc, les soignants étaient, je crois, ceux qui ont pu venir, parce que c'est le soir, contents d'avoir été entendus, émus, et ils ont récupéré aussi les bouquins pour lire après avec les patients dans le service. Voilà. Donc après, ils m'en ont dit des choses gentilles, mais je n'ai pas eu de trucs en direct ensuite. Ensuite, la deuxième remarque, la question des univers clos. Alors ça, c'est génial. Je ne peux même pas répondre parce que je viens de m'apercevoir que oui, j'écris que quasiment que sur des univers clos. Christian le jaune qui dépasse toutes les questions comme ça. Moi, j'ai pas fait le lien, donc il faut que je réfléchisse à ça. Je me réserve un délai parce que c'est vrai. Et la seule chose qui me vient en écho à ce que tu dis, écrire sur des univers clos, des clous, c'est dans la grande entreprise, dans un centre d'appel. Le premier roman, La tente d'histoire, se passe en partie sous le chapiteau d'un cirque, ainsi de suite. Là, c'est l'hôpital psychiatrique. Oui, ce sont des univers clos. Moi, ce qui me vient en écho, c'est l'univers clos de l'esprit. Le mien, en l'occurrence. C'est à quel point on bute sur nos mêmes phrases, nos mêmes choses, nos ressassements, nos boules de flipper là-dedans, et de quand est-ce qu'on peut arriver à sortir et à voir un peu plus du réel.
C'est ce qui me vient. Mais donc, du coup, ta question, elle était liée au confinement. Euh, Moi, je me sens tellement close, vraiment enfermée dans cet esprit-là, que ça ne change pas grand-chose. Et quant à ma vie, je faisais la même, enfin, être à la maison, écrire, travailler. Là, je, je suis en train d'essayer de travailler plus sur de l'écriture sonore. C'est peut-être lié au confinement avec la privation sensorielle qu'on a. On entend moins de choses, on respire moins de choses, on voit moins de choses. Mais l'écriture est pas folichonne. Donc, je pense que oui, en effet, le confinement, clos sur clos, quand même, ça commence à asphyxier, quoi. Voilà. Oh là là, univers clos. Univers clos. Est-ce que tu, quand Christian parle d'univers clos, on retrouve dans tous tes livres, est-ce que ce n'est pas des univers qui se ferment? Parce qu'il y a beaucoup, je pense, dans tous tes livres, il y a une critique du travail, Oui, oui. une critique du travail dans notre société, Oui, de l'emploi, pour préciser. de Précisément. l'emploi, qui ont tendance à Oui, étouffé, fermer, exclure, Oui, séparer de sa propre vie, quoi. oui, Et puis, puis la question de la langue, qui est Oui. toujours présente. oui, quoi. oui, et qui est elle-même un système de clôture. Enfin, si la langue est imposée, je parle à nouveau, Ouais. langue d'entreprise, etc., c'est aussi clos. Ouais. Oui, et à la fin, parfois, ils arrivent à se sortir. Aurélien s'en va de là où il était pour essayer de prendre un peu d'air frais, mais la plupart du temps des livres se passent dans le monde clos. Là, j'ai lu Isabelle, vous avez entendu la psychiatre qui court, elle va courir dehors de l'hôpital. Ça, c'était un truc personnel que j'ai mis pour le coup. Quand elle dit qu'elle est ralentie à l'intérieur de l'hôpital, je le ressentais pour moi. Quand on rentrait dans les murs, enfin vraiment, il y a des grands murs asilaires, quoi, qu'on passe. Il y a 2 petites entrées, les urgences, et je sentais, pas tout de suite, mais assez vite, un espèce de ralentissement global. Euh, et je crois que c'est pour tout le monde. Je m'ai un peu posé la question. Parce que, ouais. Oui, Non, c'était juste un. d'accord. Je sais pas. Attention, quelle heure il est? Il est quart, on est bon. En Ouais, fait, j'allais en fait surgir encore sur ce truc. En fait, en dehors des images, des photos, dessins et des propos dits par les patients et par les éducateurs, tous, par vous, est-ce qu'il y a quelqu'un des patients qui a pu sortir de lui et parler du lieu, justement? Est-ce qu'il y a un texte qui parle du lieu en dehors des personnes qui l'habitent? Parce que le lieu, vous avez dit, allait être aussi transformé et tout. Et est-ce qu'il y a dans quelques propos un retour plutôt vers ce que fait le lieu au corps et non pas qu'est-ce qu'on vit dans notre propre corps? Tout à fait. Alors là, donc, il s'agirait des textes produits par les patients en atelier et qu'on n'a pas donc pu mettre dans ce livre. Eh bien, écoute, très peu. J'étais assez, entre guillemets, déçue parce que j'aurais pensé que les patients même allaient être un peu. Mais il faut voir qu'en hôpital psychiatrique, on essaie aujourd'hui que les gens y passent le moins de temps possible. Il faut libérer les lits. Donc là, c'était en train de déménager. Mais autant celui qui est là dans ce nouveau service, il n'y était pas la fois d'avant. Enfin, je veux dire, c'est peut-être un nouveau patient ou qui était dans un autre hôpital. Et les gens qui pouvaient parler un peu plus du changement du lieu pourraient être plutôt les soignants qui sont là tout le temps. Le patient, il vient là quoi? 3 semaines, un mois? Après, enfin, si on peut le rebalancer en ville, enfin, ou d'ailleurs, nous-mêmes, si c'était nos familles, on préférait amener les gens peut-être en clinique ou quelque chose. Et voilà, donc c'est les soignants eux-mêmes qui en ont parlé et qui ont parlé du fait de combien ça allait être plus difficile pour leurs conditions de travail pour eux, parce que du coup, ils avaient plus de soignants, de patients sous leur charge, responsabilité, puisqu'on estimait qu'ils pouvaient en prendre plus. Les gens eux-mêmes, quand j'ai essayé, les patients eux-mêmes, c'était pas vraiment. Il faut vraiment, enfin, pardon de dire, ça fait un peu cliché, mais imaginez que du coup, là, on a des gens qui sont autour de la table en train de fumer des cigarettes jusqu'au filtre toute la journée, soit dans le jardin ou sur une terrasse. On n'est pas. On est dans une telle souffrance que moi, je pense que bien sûr, il y a un changement, ça fait quelque chose au corps. Mais c'est pas la priorité de choses à dire pour eux, quoi. Mais ça fait plutôt réfléchir sur le fait, parce que là, je vois dans les photos, tout est gris. Genre, je veux dire, Oui. si on met des lits multicolores, ça fera pas mais tellement.
Je veux dire, c'est ça, Absolument. c'est le lieu qui conditionne aussi l'état. Mais tellement, tellement. Et c'est évident, et c'est connu même, comment dire, pas scientifiquement, mais la stimulation que peut donner la couleur. Et ça coûte pas plus cher. Enfin, je veux dire, tiens, je montre un autre, du coup, ça me fait penser à ce déménagement. Les patients n'ont rien dit, mais la vision de Julien sur ce qu'on en faisait en les changeant de service sans trop leur demander. Ah oui, bah Voilà, oui. bon, c'est une vision assez nette, hein. Ben, tout est gris-blanc, quoi. Oui, et puis il a rajouté le patient dans un, dans un grand sac Et, poubelle. et tout est pareil, genre tous les lits sont Pareil. pareils. Tout Et, à fait. Mais c'est ça, mais c'est ce qu'on fait, nous. Les humains, on fait ça pour les maisons de retraite, on fait ça. Ça, c'est un autre bout du mur du service fermé. Je- moi, j'étais très triste tout le temps oui, de ce gris, de ces bâtiments. Et moi, j'étais. Voilà, on se rend un peu mieux compte. Il y a pourtant une lumière du coucher de soleil, mais c'est triste, hein. du coup, c'est dehors la couleur. Oui, tout à fait. Mais il y a, oui, un peu d'orange. Tout à fait. OK. Julien Beau, qu'est-ce que. On Ou lit, une question? vu que le temps tourne, on lit Rodrigue. Bah, je lis pas tout. Je lis tout, Rodrigue. Oui, comme tu le sens. Ouais. Parce que ça fait penser à cette autre, je crois que c'est le récit d'une patiente qui s'appelle Eliane. Ouais. Eliane Oui. est très frappant, celui-là, parce qu'elle a une alors, justement, l'activité artistique au sein de l'HP, comme dans d'autres lieux fermés, euh, comme pouvant endiguer Oui. l'énergie. Parce que Eliane, elle souffre de ça. Trop d'énergie, oui. Elle fume clope sur le clope. Elle Ouais, parle, je crois, d'une boule rouge, Oui. d'une boule rouge Oui, qui c'est est ça, là, c'est ça. qui est. Elle sait pas quoi en faire, quoi. Oui. Mais ça, il y a un film qui est très très connu de Robin Williams, qui s'est suicidé apparemment. Un film qui s'appelle Patch Adams, et c'est un médecin dans un hôpital et il bouleverse tout ça, quoi. Et c'est très intéressant à voir. Le titre à nouveau, c'est Patch Adams. Patch Adams de Ok. Robin Williams. Notez, merci. Alors, je vous fais la lecture. Rodrigue. Ce que je vois, ça vous va, lecture? Oui? Je vais m'approcher, excusez-moi, et me mettre. Rodrigue. Allez, hop, hop, hop. On se réveille, on y va. Je leur parle toujours un peu fort. J'exagère et je surjoue. Je les secoue. Il n'y a que ça qui marche. C'est pour ça que je suis payé, animateur, celui qui insuffle l'âme. Pour être plus modeste, je suis au moins dispensateur d'énergie. Alors j'arrive toujours à bloc pour leur en transfuser un peu. C'est qu'ils sont si lents. La psychose en premier lieu, la sidération après l'angoisse qui a tout ravagé, maison cambriolée, on ne se reconnaît plus. Mais aussi les traitements qui les ralentissent ou les immobilisent. Ils fatiguent vite, mais on n'a pas d'autre choix. On ne sait pas guérir ça. Le matin au centre de jour, quand ils débarquent un par un au VSL, j'ai toujours l'impression de vivre un film au ralenti. Des petits pas, des gestes suspendus. Ils ont oublié quelque chose, il leur faut une minute pleine pour se retourner. On dirait qu'ils dorment encore, ou qu'ils sont somnambules, égarés dans un cauchemar éveillé ou pris dans une banquise nocturne. Et c'est à moi de les ramener parmi nous, sans faiblir. Je les questionne, je rappelle le programme du jour, je m'enthousiasme, jusqu'à leur premier timide sourire. Souvent quand je me lance dans des blagues, l'humour ne laisse personne de côté. Dès que j'ai capté le regard de tout le monde, dès qu'ils sont à peu près là, on commence les activités. Là où j'ai de la chance, c'est que je propose ce que je veux. Ce sont leurs référents qui décident ensuite des participants, de quel atelier sera adapté à qui. Moi, je n'ai qu'à animer. Mon atelier préféré, c'est celui des percussions. L'idée m'est venue un soir en répétant avec des copains. Un soir où je n'arrivais pas à jouer correctement parce que je pensais à mes patients, qu'on a tant de mal à faire bouger.
Comment pouvaient-je jouer gaiement de la batterie alors qu'ils devaient traîner, chez eux ou dans leur service, traîner en bougeant à peine, traîner jusqu'au moment où ils s'effondreront dans le sommeil? Ne pouvais-je leur transmettre ce plaisir inouï, enfantin, de taper, de faire du bruit? Les percussions, c'est le plus simple de la musique. Pas de partition à lire, de mélodie à mémoriser, d'instruments à apprivoiser. On appelle la percussion de fond, celle qui est là tout le temps et donne le rythme aux autres, le rythme mère ou le tapis. Ces gens-là qui viennent à l'hôpital de jour, car ils ne sont pas en état de travailler, n'ont pas de rythme mère et pas de tapis. Ils marchent dans le vide et quand ils l'aperçoivent, ils tombent. Alors, essayer de leur donner ça en atelier, ça a été une réussite. Pas sonore, bien sûr. J'avais beau garder le rythme, c'était la cacophonie. Beaucoup arrivaient à peine à taper, un coup sur le djembé, un coup dans le vide, ou bien des coups désordonnés, chaotiques, comme dans leur tête. Avec le temps, cependant, on s'est amélioré. Et les sourires, ils entendent bien maintenant, quand tout à coup ils sont tous dans le rythme, quand plus personne n'est à côté, quand c'est le moment de grâce, le duende, et que nous sommes réunis, un grand corps, un collectif pour de bon, eux qui sont si isolés. Les dialogues de percussion sont très efficaces. Au début, les patients se coupent la parole, tapent l'un par-dessus l'autre. Là, comme dans la parole, ils ont du mal à alterner, parler l'un après l'autre, écouter, répondre. Quand enfin ils arrivent à le faire, quand ils deviennent un duo, quand les autres applaudissent, c'est souvent une amitié qui naît, timide, farouche comme ils sont. Amitié, ici, veut parfois seulement dire « je t'ai gardé ta chaise, je te donne une cigarette ». Et c'est déjà beaucoup. Quand un nouveau intègre le groupe, quand il tape maladroit, à contretemps, les autres tiennent le coup, crispés, ne dévient pas de leur rythme, au prix d'efforts visibles. Et peu à peu, parfois au bout de 2 séances, parfois de quelques mois, il l'entraîne et lui aussi joue juste. Nous avons donné une représentation l'hiver dernier à la salle de théâtre près de la cafétéria. Il y a eu un peu de monde et mes patients rosissaient de fierté. Il y a aussi l'atelier de sculpture. On patouille dans l'argile, on pétrit, on malaxe. On apprend à donner forme. On engage son corps, on le fait évoluer. On touche beaucoup, on écoute la sensibilité de la peau, qui si souvent chez eux est durcie, calleuse. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être carapace, peut-être manque de soins. On s'oublie si vite chaque jour. Et l'atelier cuisine. Il n'y a jamais eu un seul patient qui refuse l'invite à lécher la cuillère pleine de pâte à gâteau au chocolat. Pas un qui ne fasse remarquer le fumet des confitures. Le goût, l'odeur nous ramènent toujours au monde, aux souvenirs, même imaginés, d'une enfance heureuse, d'une mère douce, d'une maison de campagne. Les ateliers, c'est leur faire tout recommencer. Quelque chose s'est grippé en route. Reprenons donc au début. Taper sur des caisses, ramasser les herbes du jardin, faire fondre le beurre au bain-marie, dessiner son prénom en calligraphie. Reprenons au début et cette fois, faisons-le bien. Je dois me battre un peu, parfois, souvent, avec les instances supérieures pour arriver à faire tout ça. Mais ce n'est pas grave, j'ai de l'énergie à revendre. Si je ne l'utilise pas, je me rends malade. Mon père m'appelait sa pile électrique. Et quand je suis en vacances, il faut que je m'active encore plus pour épuiser mon stock du jour. Je me bats donc pour obtenir les autorisations de faire rentrer ceci ou cela, pour pouvoir faire manger les herbes du potager, même si elles ne sont pas aux normes, à les normes, toutes ces normes. Je me bats pour obtenir du matériel, de la peinture, des fournitures. Je me bats pour faire comprendre que ces ateliers ne sont pas occupationnels. Ce sont des ateliers de survie. Sans eux, ces patients n'ont plus rien. Et leur journée s'allonge vide dans des heures infinies à traverser sans compagnie, qui feraient devenir fou n'importe qui. Je le sais qu'ils n'ont rien d'autre, car souvent les patients qui viennent ici, mais ne sont plus hospitalisés, car capables de vivre dans un chez eux en ville, restent dans le parc, ou s'effondrent à la cafétéria du matin au soir, en dehors des heures d'atelier.
Ils ne savent pas où aller d'autre. Ils ne savent pas faire connaissance dans des bars, des médiathèques ou des cinémas. Se sentent déplacés partout, trop graves, trop encombrants. Miroir humain peu engageant. Les gens dits normaux les fuient, repèrent la faille en eux, la boiterie ou l'étrangeté, ne veulent pas de s'occuper de ça, ont déjà trop de soucis. Alors ils errent là, demeurent entre eux, souvent sans parler, c'est leur asile. Je me bats aussi pour arriver à les faire sortir, je veux dire sortir ensemble, aller visiter un musée, découvrir un nouveau quartier. C'est de plus en plus difficile. Les formulaires de demande se multiplient, il n'y a pas assez de personnel accompagnant, les véhicules de service sont rares, etc., etc. On se retrouve coincé entre ces patients qui ne savent pas aller au dehors, qui font d'ici leur foyer alors que c'est un lieu public, et l'hôpital qui ne peut plus les garder dans les services quand ils sont stabilisés, car il n'y a pas assez de place, mais qui n'a pas les moyens non plus de les raccompagner à la porte, de les réinsérer vraiment. C'est pareil partout et pas parti pour s'arranger. Certains jours, je me dis que je ferais mieux d'aller animer des ateliers dans des centres de loisirs avec de vieilles bourgeoises qui s'ennuient l'après-midi. Macramé et bridge, thé biscuits de 4 heures. Voilà qui serait reposant. Voilà qui ne m'empêcherait pas de dormir la nuit. Mais alors, jamais plus je ne verrai un patient émerveillé par sa sculpture juste cuite. Jamais plus je ne surprendrai de soupirs de ravissement d'un autre qui croque sa première fraise. Jamais plus je n'entendrai ces rires étranges et dissonants parce qu'ils ont si peu servi, et cependant sincères comme ceux des tout-petits. Il ne sert à rien d'arroser la terre qui est déjà féconde. Je suis bien dans l'aridité d'ici, car chaque petite pousse qui émerge est un miracle. Merci Tatiana. Merci. On a Wow. encore, Magnifique. Merci. on a encore un petit bout de temps. Et du coup, suite au récit de Rodrigue, Non, c'est 19h30, mais ça fait le lien peut-être, si tu peux nous parler du coup euh, de ton inscription à la boutique d'écriture. Qu'est-ce que c'est pour toi, alors même à travers les ateliers que tu mènes par ailleurs. Rodrigue a parlé de la boutique d'écriture, fais ça, fais ce que fait Rodrigue. Oui, Voilà. voilà. Pardon, je vais pouvoir faire plus que ça, c'est-à-dire que s'il y a bien un endroit, moi je viens de Paris, je suis à Montpellier depuis 10 ans, et ça fait quelques années que je connaissais la boutique, s'il y a bien un endroit qui est là au service, comment dire autrement, et dans l'exigence culturelle, s'il y a bien un, un sens inattaquable, c'est ce que vous faites ici, quoi. Voilà. Je pense que tu dois, enfin voilà, c'est ce que tu donnes en atelier, ce que les filles font en atelier, ce que le projet global, l'exigence et la compassion et la bienveillance du projet, la résistance, la langue. Bon, c'est ça. Oui, le projet étant de réunir de réunir des auteurs à la boutique pour que le travail propre à ces auteurs, mais même toi qui t'y inscris en tant que présidente, hein, comment le travail qui est fait sur la langue peut se déplacer vers tout le monde et peut se donner lieu à des pratiques sociales. C'est ça, tout à fait, absolument. C'est tout à fait ça. Bon, c'est l'heure. Y a-t-il encore, alors il nous reste très peu de temps, C'est 19h30. c'est 19h30. Une question vitale? Alors, juste pour information, j'ai mis dans le chat le lien de Julien Cordier, l'illustrateur. Donc, il y a quelques illustrations issues du roman Les Inconfiants. Bravo. Et Marion a demandé si le roman est disponible chez Scrupule. Je voulais juste vous informer qu'on aura quelques exemplaires à la boutique d'écriture. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Et voilà. Merci Tonia.
Merci à tous, merci pour vos Pardon, moi j'ai juste une question par rapport aux effectifs, je ne sais pas si on dit effectifs, parce que là on parle de patients surtout, mais c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire après c'est les soignants qui vont être à l'hôpital à cause de ce qu'ils subissent. Non mais c'est vrai, et je veux dire, est-ce qu'il y a un nombre, un chiffre où on regarde les chiffres, par exemple, de suicide des soignants aussi, à cause de ce qui... Où on peut regarder tout ça? C'est juste, je ne sais pas. Moi, je suis étrangère, je ne connais pas où aller pour avoir vraiment des chiffres concrets de ce que subissent ces institutions, quoi. Tu as raison, et le problème, moi je ne sais pas, et puis d'avoir des vrais chiffres, entre guillemets. Le problème quand tu as un suicide, on va dire, quand même, on va dire, les gens, ils avaient des problèmes personnels, c'est pour ça qu'ils se sont suicidés. Enfin, on ne peut pas, c'est difficile, on ne pourra, enfin, c'est assez rare qu'un suicide soit qualifié en rapport direct avec le travail et qu'il soit répertorié. En tout cas, je sais que tu as des gens comme Marie Peuzé, P-E-Z-E, Marie Peuzé. Marie Peuzé, P-E-Z-E, qui est une psychologue clinicienne qui a créé la première consultation en France de souffrance au travail, dont elle a été remerciée parce qu'elle a été elle-même en burn-out. C'est absolument génial, tellement il y avait de monde, qui tient des chiffres, des statistiques, des guides et à qui j'ai confiance dans son indépendance. Voilà, tu peux aller voir si tu as quelque chose sur... Ça doit s'appeler souffranceautravail.com, mais si tu tapes Marie Peuzé site internet, tu vas le trouver. Ok, merci. Voilà. Il est l'heure. On vous remercie beaucoup d'avoir été là, de votre écoute. On remercie Tatiana. Merci Tatiana. Voilà. Voilà, rien à dire d'autre. Il est temps de lancer la deuxième lecture des textes. On vous dit au revoir et donc ça va se terminer. Vous avez le droit à écouter une seconde fois les textes issus des ateliers. Voilà. Merci à tous. À bientôt en vrai. Au revoir, à bientôt. Merci. Résistance. Alors, j'ai juste des petites manipulations à faire avant de lancer les lectures. Merci. Donc, si vous êtes un petit peu patient, ça vient. Alors, tac. Parlons d'elle. Oui, parlons d'elle. Elle vient vers moi. Elle a tout quitté. Elle voyage. Elle parle, elle raconte, elle questionne. Je crois qu'elle se met à vivre, à habiter son corps. Moi, je la vois peu à peu abandonner ses devoirs envers ses enfants, ses petits-enfants, les réfugiés qu'elle accueille ou qu'elle cache. Et puis, la maladie. Moi, je l'ai vue continuer, voyager, immobile, à l'hôpital ou confinée. Balade en pétales 1 kilomètre autour. Moi, c'est sa découverte de la mer, de nuit à Maguelone ou de loin, à l'étranger. Le soleil sur la mer pointe son reflet vers elle. La lune descend comme un Pac-Man dévorer le port. Les vagues se soulèvent, elle accompagne les surfeurs jusqu'au sommet. Parfois c'est elle, la mer. Les fusils sont chargés, les crochets à la ceinture. La lassitude de la garde vaut mieux que le combat, même s'il est possible de l'oublier. Il est possible de rêver d'aventure quand on s'ennuie, mais on peut aussi rêver du bon vieux temps quand on est seul face au danger. Les montagnes rouges, que l'on enviait quand on a été à l'abri des murs, se cachent et deviennent invisibles derrière la brume jaunâtre de la bataille. La peur et les blessures donnent envie de rentrer chez soi,
et de continuer à faire la tâche ennuyeuse qui est attribuée à tous les artisiennes à la naissance. Pourtant, les montagnes posent question. Que se cache-t-il derrière? Quand tout ce qui est connu sont les murs d'enceinte de la forteresse d'Émeraude, la même tâche imposée est la peur des doriflammes, c'est une question qu'il est possible de se poser, au moins pour penser à autre chose. Mais une fois exposé au danger, tout s'inverse. L'envie devient le cauchemar et l'ennui devient le réconfort. Mais c'est trop tard. La bataille a commencé. Le cauchemar et la solitude sont tout ce qui reste, avec les blessures. Une histoire qui commencerait par le milieu. On ne saurait même pas qui ferait quoi. Il y a des coccinelles qui dorment dans les doubles fenêtres tout l'hiver avec des gendarmes et des punaises de Californie. Je ne devrais pas faire le ménage l'hiver parce que je les dérange avec ma balayette. Je les jette dehors avec humeur, mais sans violence. Si je devrais dormir dans le double vitrage de la fenêtre, je ferais une expérience de coccinelle. Quelqu'un a-t-il déjà essayé? Cette expérience de torpeur si longtemps, cette promiscuité, comme dans les rues de Tokyo, tous ces gens qui marchent en se touchant presque, en se touchant même, mais sans se parler. Remarquez que les coccinelles, elles, ne marchent pas du tout pendant l'hiver. Savez-vous si elles se parlent? C'est bien possible pour qu'elles se soient toutes donné rendez-vous dans la double fenêtre. Les Japonais, qui aurait dit qu'ils allaient faire partie de l'histoire? C'est loin le Japon. Comment tendre le bras jusqu'à là-bas, jusqu'aux cerisiers, en fleurs, jusqu'à Fukushima? En plus, ils n'ont pas de fenêtre. Tout est en papier. Les coccinelles, s'il y en a, doivent chercher où s'endormir. Heureusement, je ne dois pas m'occuper de tout. Relire ce monde, je peux le faire, oui. De l'intérieur, à nu, sans tricher, sans sourciller. Relire ce monde en me dévoilant, en vous montrant ma peine, mes doutes et mes angoisses. Je peux le faire, oui. Et après, le masque tombe. Il n'y a plus de déguisement, plus de peau même, à nu. Je suis la chair là, tremblante, endolorie. Je reste, je résiste, j'y retourne, la peur au ventre, mais le cœur fier, éclatant, sans détour. J'arrive, essoufflé, plein d'espérance, aimant encore, toujours plus, toujours trop. Mon cœur bat, il bat d'amour, il s'illumine, il se retrouve, enfin il revit. Et après, Tu me vois? Je suis timide et je suis là. Je suis là, ici dans le coin, et aussi en haut maintenant, un peu dans toute la pièce. Hop, je suis en toi. J'ai du mal à m'exprimer. Je veux m'exprimer, mais je n'ai pas confiance. Et puis tu ne peux pas comprendre. Tu ne comprendras jamais ce que c'est de vivre en captivité. Je veux voyager, moi. Je veux passer la porte et m'enfuir dans le vent. Je veux voir la terre depuis le ciel, depuis les hauteurs. Je veux sortir de la pièce et aller dans le vent, voler avec lui et chanter le même chant. Je veux être parmi les oiseaux et traverser un nuage pour voir ce qu'il s'y trouve, mais la pièce m'enferme. Les cloisons me cloisonnent et tout ce que je peux faire, c'est tournoyer, prendre de l'ampleur. J'essaie, je crie, je tape, je cours, je force sur les murs, le plafond était tympan, mais je ne peux pas sortir. Je prends déjà toute la pièce. Je prends possession de ton corps entier. Je vis en captivité dans cette pièce et en toi. Je crie, je force, je tape, je cours, je vole, je suis enfermée, je veux sortir. J'imagine sortir de cette pièce, sortir de toi et aller vers l'inconnu. Je rêve d'aventure et je veux te le faire savoir. Tu m'entends? Je m'ennuie, je me languis. Je reviens dans ma léthargie. J'ai encore échoué. J'aurais vu tous les angles de cette pièce et la surface du plafond, et tous les recoins de ton esprit. J'aurais eu un aperçu de ton cœur et de ta tête, de tes rêves. Et je vois bien que je t'ai touché avec mes paroles et que tu ne peux rien faire. Pardon, je me suis emportée. J'espère que tu me comprends à présent. Merci. À défaut d'avoir voyagé comme je le souhaite, j'aurais au moins voyagé un peu avec toi.
Mon objet a des couleurs chaudes, qui sont le rouge et l'or. La guirlande symbolise la fête. Son nom d'ailleurs le signifie de lui-même, célébration. Il est précis, numéroté de surcroît. Il est stable, rassurant, pratique en plastique, donc incassable, rectangulaire et clair. Cette consigne, la perception, me fait penser à la programmation neurolinguistique. Percevoir la chose à ce moment-là. Les couleurs de mon objet sont vives, réconfortantes et gourmandes, comme les différents chocolats qu'il renferme. Il correspond tout à fait à la boîte dans laquelle je pose mes chocolats. Cet objet simple, efficace et rempli de positivité me correspond et j'en ai bien besoin en cas de malfaçon de la vie. Mais la vie est ainsi faite. D'ailleurs, le chocolat est rempli de magnésium, très bon pour le stress. C'est aussi pour ça que je me fais une joie d'acheter différents chocolats lors des repas de famille, en fin d'année, pour le dessert au café. J'ai nommé cet objet le couvercle. Tout est profondément plat. Je vois des êtres sombres ramper, tous dans la même direction, comme soumis à forte pression. Une extrémité, en tête d'un corps long, un tube peut-être, se lève par instants, comme pour aspirer un air rare. Dans la même direction, tous lentement, comme les enfants de cette ville envahis par les rats, suivant le joueur de pipeau. Je les entoure, je les baigne, je les berce, de mon souffle, de mon son lancinant. Je les porte sur mes longues notes. Ils sont lourds, trop lourds de leur cécité, de leur surdité, de leur insensible et vaine puissance d'autrefois. Ils n'ont plus ni jambes, ni bras, ni tête, à tordre les beautés qui leur étaient offertes. Ils ont tué le monde en faisant leur monde. Ils ne sont plus que les vers, même qui les mangent et referment terre, dont à nouveau ils tentent de s'extraire si lourdement, si lentement, sans yeux, sans bras, sans jambes. Ma voix les sauvera-t-elle? A-t-elle envie de les sauver? Je m'insinue dans l'air, je donne consistance à l'espace, je nappe les silences qui les dépassent, j'embrasse et je dépose les souffrances. Plus rien ne bouge. J'irrigue le nouvel humus de ma lente et calme respiration. Portera-t-il un nouveau jour, un nouveau l'être, un nouvel humain, en mon son, en mon souffle, en mon sein? Flaque veut la lune. Avec ses rides secouées fait signe, encore besoin de serrer les poings. Rocher nu et gris, seul, appelle, écho s'étue. Serpent rampe et pénétrera les trous, creusés par le destin. Vol bas des corbeaux dessinent des cercles parfaits, demain et encore hier. Ébranlé par le chapeau gris qui fuit, noisetier se couche, oublie le vent. Viendra poussière qui appellera souffle, souffle sur l'eau, voile la lune et berce le petit qui regarde ses genoux. Froisse les draps, voile gonfle et rit, assis le chien attend. Le monde bruit de la cadence des galets. Clair-obscur et loup, on range la clé. Les rideaux tombent sur une journée d'excuses. Des familles au loin, derrière leur écran de buée, un arrière-goût de mort et de regret. Abattus sur la terrasse d'une sombre traversée, toutes les voix s'éteignent dans l'attente d'un cri. Quête tamisée de bars et d'inconnus où se noyer. Sourde musique réveillant chaque fibre de tes membres. C'est un périple sans retour où demain n'arrive jamais. Embarcadère désolé aux bateaux échoués. S'aveugler d'images et sons, d'odeurs et textures, se pincer, se mordre et retenir encore l'instant du jour. Serrer le ventre, le cœur serré, serrer la gorge, serrer, serrer. Crépite chandelle sur la plage, et là,
remontait l'ode à la terre. C'est l'heure où l'on tâtonne à l'aveugle entre les fantômes du présent. Rotation d'obligations. C'est l'heure où les démarcheurs téléphoniques appellent. Superposition de fenêtres, d'encadrés, de tableaux vivants, de nature en recomposition. Le prochain vers arrive, le prochain rêve aussi, peut-être. On se dévêt de son costume du jour pour cette nudité bien à soi. Tout a perdu son étiquette préhensible. On glisse le long des murs sans affiche. Nos ombres ne font qu'une, avec parfois des lumières qui les éclaboussent. Il y a là le début d'un long chemin, incertain, enveloppé de troubles. La nuit tombe vite là où je suis, trop vite. Pas le temps de goûter doucement ce passage, ce déclin des lumières, des couleurs, la chaleur qui traîne encore un peu. Terminé. Le froid d'un coup entoure les épaules. On prend les outils et on rentre. On met du bois au feu. Tu te demandes ce qu'il y aura après. On n'est sûr de rien. Certains ne se réveillent pas. C'est vrai, mais il y a tous ceux qui s'endorment et qui font confiance au matin. Hier, j'ai rencontré sur la route les 6 bébés de la crèche avec leur monitrice masquée. Les bébés étaient sérieux dans leur poussette. Pourquoi je te raconte ça? Il y a des moments où on perd la confiance dans les lendemains. Voilà. Du coup, bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir, Dunia. Merci beaucoup. Merci à Dunia. vous. À bientôt. Merci Tatiana, merci Stéphane, merci la boutique, merci tout le monde. Patrick, c'est celui qui a demandé.